Non, rien de rien. Une valse à 3 temps qui s'offre encore le temps. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Au cœur de Paris, l'Olympia est le passage obligé de toutes les grandes stars depuis plus de 50 ans. Une des salles de spectacle les plus mythiques du monde. 3000 places, mais bien plus que cela. Cette salle représente un rêve pour tout artiste, celui de voir un jour son nom écrit en grosses lettres rouges sur la devanture, un vrai signe de consécration. Mais derrière ces grosses lettres si symboliques, il y a toute une machine en coulisses qui ne s'arrête jamais. 320 représentations annuelles et à chaque fois cela démarre à 15 km de là, en banlieue parisienne. Le rituel est toujours le même, le gardien des lettres prépare l'affiche de manière très artisanale. Toute la masse, toute la lettre comme ça, le socle est fait en ferraille. Et le néon, lui, est fait en verre. C'est du verre, c'est donc extrêmement fragile. À l'époque où ça a été fait, parce que c'est très vieux, c'était ce type de fabrication-là. Et depuis, comme ça fait partie de l'Olympia, on n'a pas changé le mode de fabrication, on a gardé le même. Les plus grandes lettres, celles réservées aux têtes d'affiche, mesurent 1 mètre de haut. En tout, il y a plus de 1300 lettres différentes. De quoi pouvoir tout écrire, quelle que soit l'orthographe de la star invitée. Ce jour-là, avec le groupe Kyo à l'affiche le lendemain, pour Grégory, pas de casse-tête, seulement 3 lettres à préparer. Le lendemain matin, dès 6 heures, un technicien monte, à l'ancienne, une à une, les lettres rouges. Il va mettre plus de 2 heures pour tout installer. Mais à peine le courant mis en route, sur le trottoir, les fans sont déjà là pour immortaliser la devanture. De génération en génération, la magie opère toujours sur les groupies. Pour eux, l'Olympia n'est jamais une date comme une autre. C'est une salle mythique, je viens du Gard spécialement, donc voilà, 800 km, c'est que c'est quand même une belle salle. C'est important en tant que spectatrice de se passer par là, parce que c'est vraiment montrer qu'ils ont un certain succès et une certaine importance dans l'industrie de la musique française. Faire l'Olympia, une étape incontournable dans la carrière d'un artiste pour acquérir un statut ou le retrouver. Le groupe Kyo s'y est déjà frotté il y a 10 ans lors du succès de leur tout premier album. Pour leur comeback, la pression de se confronter au public de cette salle est encore plus forte que la première fois. T'as ce mélange de proximité avec les gens dans la fosse qui sont en face de toi, avec ce truc qui est très direct, et après t'as tout ce gradin, et en fait ce qui est cool, c'est que quand t'as une osmose d'ambiance entre les deux, et c'est ce que nous allons réaliser ce soir. Il est 20 h, quelques minutes avant d'entrer sur scène. Pour tous les musiciens, la pression monte d'un cran. Ici plus qu'ailleurs, personne ne veut se rater. Car jouer dans cette salle, c'est partager la scène avec de prestigieux fantômes, toutes les plus grandes stars du spectacle, rentrer dans l'histoire mythique de l'Olympia. Pourtant, au départ, à sa création à la fin du 19e siècle, l'Olympia est une salle de music hall anonyme. Il faut attendre l'arrivée d'un homme pour bouleverser le destin de cette salle. Aujourd'hui, son portrait trône dès l'entrée de l'Olympia. Bruno Cocatrix. En 1954, il y a tout juste 60 ans, ce producteur de musique alors âgé d'une quarantaine d'années reprend la salle. Avec un style résolument moderne, il donne sa chance à de nouveaux artistes alors inconnus à l'époque, comme Gilbert Bécaud. Bonjour Bruno. Oh, regarde Bruno, il fait des bons, c'est moi. Regarde. Dans les coulisses à l'époque, Jean-Michel Boris est machiniste. Il va vivre toute l'aventure aux côtés de son oncle Bruno Cocatrix. Quand vous arriviez à l'Olympia, vous arriviez dans une famille. C'est évident que Bruno Cocatrix, c'était pas seulement un patron, c'était un père de famille. Et vous étiez incorporé dans la famille. Et tous les artistes qui sont passés à cette époque-là sont devenus des fils en somme, ou des fils ou des filles de Bruno Cocatrix. Une valse à 3 temps. Après des débuts prometteurs, l'Olympia est pourtant en 1961 au bord de la faillite. Bruno Cocatrix va alors frapper un grand coup. Il convainc un monument de la chanson française de se produire dans sa salle. Édith Piaf n'hésite pas à reprendre la scène qu'elle a quittée 2 ans plus tôt.
Lors de la première, la môme Piaf apparaît seule sur scène, dans sa robe noire, pour une des plus belles interprétations de sa carrière. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. L'image fait le tour du monde. Pendant plus de 3 mois, Édith Piaf chante à guichet fermé. C'est le coup de maître de Bruno Cocatrix. La chanteuse, 2 ans avant sa mort, offre à la salle parisienne une renommée internationale. Rien de rien. Bruno, il a toujours un petit mot pour vous encourager, il est près de sa vedette, et même quand on est malade, quand on est fatigué, ben, même pour lui, même si on était crevé, ben, on irait tout de même. Elle a fait passer son amitié pour Bruno Cocatrix avant tout autre choix. Et ça, nous ne pouvons que lui tirer un grand coup de chapeau, parce que si Édith Piaf n'était pas venue, eh bien, je pense que l'Olympia, aujourd'hui, on n'en parlerait pas tellement. Dès lors, toutes les plus grandes célébrités veulent fouler cette scène. En pleine période yéyé, l'idole des jeunes, Johnny Hallyday, ou encore sa fiancée de l'époque, Sylvie Vartan. Elle partage alors l'affiche avec un petit groupe prometteur, 4 jeunes garçons venus de Liverpool. Leur passage à l'Olympia déclenche la Beatlesmania en France. Ils enchaîneront 48 représentations lors de l'hiver 64. En quelques années, la salle est devenue légendaire. Serge Lama se souvient qu'à l'époque, pour les débutants comme lui, inscrire son nom en lettres rouges, c'est le Graal absolu. Il a gardé religieusement la photo de son tout premier Olympia. On voit bien qu'on a son nom, ça vous fout un trac supplémentaire de toute façon de regarder que vous avez votre nom. Vous savez aussi qu'il va falloir monter sur la scène, c'est ce qui fait que c'est quand même angoissant. En 1973, avant que le rideau ne se lève, Serge Lama est tétanisé. C'est un rêve d'enfant qu'il réalise enfin. C'était un rêve que je faisais tous les soirs avant de m'endormir. Je me voyais rentrer sur la scène de l'Olympia et chanter sur la scène de l'Olympia. C'était à ce point-là. C'est une sorte de maladie d'obsession. C'était pas du tout une chose comme ça hasardeuse. J'y pensais depuis très très longtemps. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. J'étais déjà passé en tête d'affiche à Bobino 2 ans avant. Mais passer en tête d'affiche à l'Olympia, c'était la consécration. Il n'y a pas d'autre mot. En 1979, coup du sort. Le fondateur, l'âme de ces murs, Bruno Cocatrix, disparaît brutalement d'une crise cardiaque. Sa famille doit reprendre le flambeau. Sa femme Paulette, sa fille Patricia ainsi que son neveu Jean-Michel Boris se retrouvent propulsés à la tête de la salle. Mais ce que Bruno Cocatrix a construit est si fort que l'esprit de l'Olympia lui survit. L'institution continue de susciter des vocations, jusque dans les rangs de son personnel. À la fin des années 70, un jeune ouvreur du nom de Marc Lavoine se rêve une autre vie, plein d'étoiles dans les yeux. C'était un poste pour moi d'observation fantastique aussi, parce que je pouvais voir... Parfois, certains artistes acceptaient que je reste pendant leur répétition, ce qui a été le cas avec Yves Montand ou Gilbert Bécaud. En marchant à pied, à pied. Quand je regardais tous les soirs Yves Montand, avec ses chaussures vernies et son haut de forme, répétant les mêmes gestes tous les jours, sans lassitude, avec une jeunesse presque éternelle au moment où les lumières s'allumaient. Le jeune homme commence à écrire ses premiers textes. Quelques années plus tard, la famille Cocatrix lui offre la chance de sa vie. À 22 ans, Marc Lavoine va faire son premier Olympia. C'était en première partie de Jairo, je me souviens, je faisais 2 ou 3 chansons. Je me souviens d'avoir eu le trac avant, d'avoir eu le trac après, parce qu'on a le trac de bien faire, et puis après on a le trac de savoir si on a bien fait. Depuis, Marc Lavoine a enchaîné 15 Olympias. Pendant toute cette période, la salle a vécu plusieurs vies. Elle a été détruite entièrement en 1995, remplacée par un immense parking. Et prouesse, elle a été reconstruite quasiment à l'identique, juste à côté. La scène a été agrandie de plus de 4 mètres pour pouvoir accueillir des shows spectaculaires. À l'extérieur, la façade n'a pas changé. Mais pour supporter son immense succès,
une vraie petite ville a été construite sous l'Olympia. Les camions de matériel empruntent un passage secret pour rejoindre une rue souterraine de plusieurs centaines de mètres. Lumière, instruments, éléments de décor sont ainsi déchargés directement en salle. Depuis 2001, Arnaud Delbar gère cette machine qui ne s'arrête jamais. Voilà. Ancien bassiste d'un groupe de rock des années 80, les Stocks, il n'a de cesse d'entretenir la légende du lieu. Ce qu'il faut maintenir, c'est cette magie de l'Olympia qui est à la fois multi-artiste, multi-style, multigénérationnel. C'est-à-dire que l'on passe de l'artiste populaire sexta, avec le lendemain la dernière découverte électro, avec le surlendemain la star internationale, avec 3 jours après un humoriste. Voilà, c'est ça l'Olympia. Il est le seul à décider de la programmation. Il reçoit plus de 1200 demandes par an, 4 fois plus qu'il n'y a de dates disponibles. C'est le document confidentiel. Là, c'est sur les spectacles de la fin de saison. C'est facile de le dire, mais il y a 2 ans à l'avance, c'est pas toujours simple. C'est des discussions avec les producteurs, c'est un peu de feeling, et puis un peu de part de risque aussi. Après leur représentation, les artistes comme le groupe Kyo perpétuent les vieilles traditions. À l'Olympia, il y a un lieu au moins aussi inaccessible que les loges des artistes. Cela se passe derrière la scène, dans les coulisses, le Marilyn, sans doute le bar le plus secret de Paris. Sur les murs, quelques souvenirs des habitués les plus prestigieux. Stéphane est le maître des lieux depuis 13 ans. Il y a une tradition. Il y a beaucoup d'artistes qui connaissent le Marilyn et s'ils passent dans le quartier peuvent venir à l'intérieur. Puisque tout le monde est physionomiste et on sait qui est qui. Messieurs, dames, s'il vous plaît, il faut y aller, merci. À 1h du matin chaque soir, le Marilyn doit fermer ses portes. L'équipe de nettoyage va pouvoir entamer son ménage. Dans quelques heures, tout recommence.